Bien, bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue à vous, Bruno Doucet. Je suis particulièrement content d'accueillir Bruno ce soir parce que on se croise sur ce festival et sur divers autres lieux assez fréquemment et on n'a pas très souvent l'occasion de parler de votre travail et plus particulièrement de votre écriture de poète, parce que on vous présente bien entendu comme éditeur, vous êtes un éditeur, tout le monde connaît les éditions Bruno Doucet, surtout ici au festival Voix Vive, puisque c'est vous qui publiez d'une part l'anthologie du festival, d'autre part vous publiez chaque année un certain nombre de poètes invités. On en parlera peut-être un peu justement sur le choix. J'aurai le plaisir d'accueillir d'ailleurs une des auteurs que vous venez de publier dès demain. Donc il y a tout ce travail d'édition qui est un long parcours, parce qu'il y a eu toute l'histoire des éditions Segers, etc. Enfin bon. Mais je voudrais parler justement de votre travail d'auteur, puisque décidément vous avez beaucoup de cordes à votre arc. J'oublie d'ailleurs, et je veux le citer quand même, que vous êtes également animateur, c'est-à-dire que vous êtes très souvent dans la rue d'à côté, dans le rôle où je suis maintenant, c'est-à-dire c'est vous qui accueillez et qui faites parler les poètes. Donc, retour, arroseur arrosé, si j'ose dire, maintenant c'est à vous de parler. Vous venez de publier aux éditions L'Emporte-Voix, vous venez de publier L'Emporte-Voix aux éditions La Passe du Vent, oui. Et c'est un livre qui est particulièrement pertinent et c'est agréable d'avoir à en parler dans un festival qui s'appelle Voix Vive, oui. Puisque précisément c'est un travail sur la voix, largement. J'aimerais que vous racontiez un petit peu déjà les circonstances en quelques mots de la publication de ce livre, ce festival Monibolieu, etc., que oui. Vous nous disiez un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne savent pas éventuellement qui n'ont pas la connaissance. J'aime bien le mot circonstance, Gérard, parce que au départ, c'est presque une écriture de circonstance, puisqu'il y a environ 1 an et demi, une compagnie de théâtre qui est basée en région parisienne et qui s'appelle La Constellation m'a contacté. Moi, je ne les connaissais pas du tout, en me disant, ben voilà, nous sommes chargés d'organiser la journée nationale ou internationale de la lecture à haute voix, donc de la mise en voix de la littérature. Journée qui est vouée vraiment au partage, à la rencontre vivante avec un public. Et nous aimerions que vous soyez le parrain de la manifestation. Alors, je les ai rencontrés, je leur ai dit que j'acceptais, probablement en vertu du travail que je fais en direction de la voix, de la poésie vivante, et de cette idée qui est au cœur de mon travail, d'éditeur, pour le coup, que publier de beaux livres, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie, et que vraiment la poésie est un art vivant qui se nourrit du partage avec autrui, et qu'il faut donc faire entendre la voix des poètes. C'est une nécessité, pour moi, très évidente. Alors je leur ai dit oui, je veux bien être le parrain de la manifestation, puis quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être parrain? C'est juste mettre son nom sur un flyer, c'est quoi? Et je me suis dit, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que je creuse tout au long de l'année. Là, nous étions en janvier et la manifestation avait lieu le 1er juillet. Donc, dans les 6 mois à venir, je pourrais creuser cette question qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que de lire à haute voix la poésie, la littérature, voilà. Et en donnant, non pas un texte réflexif ou critique, mais un poème hebdomadaire inédit, que j'écrirai pour cette manifestation, la manifestation donc Maudit Mot Lu, qui organise la journée nationale de la lecture à haute voix. Je leur donnerai un poème chaque semaine, et puis cette association en ferait vraiment l'usage qui leur semblerait le plus pertinent. Alors c'est ce qui s'est passé, j'ai tenu parole en quelque sorte, et chaque semaine je leur ai fourni un poème inédit. Et ce poème, bien souvent, eh bien, a circulé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, parfois Twitter, etc. Parfois il y a eu des affiches de fêtes. Ils m'ont demandé de passer 1 ou 2 fois en studio pour faire des enregistrements. Il y a eu quelques lectures publiques, mais toujours liées aux circonstances de la vie que je menais au moment où j'écrivais. Y compris les déplacements, etc. Alors, voilà, déplacements. bien sûr, ça c'est important. Oui, oui, un de mes amis, le poète Yvon Lemaine, qui a d'ailleurs écrit un texte qui accompagne comme ça mes poèmes, me disait, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a le fil rouge d'une thématique,
ce thème de la mise en voix de la poésie, mais alors on passe par des univers complètement différents, comme si tu étais le caméléon de tes lectures. Je dis, mais oui, mais c'est pas seulement mes lectures, ce sont les lieux que j'ai traversés, parce que c'est une année où je suis allé dans un grand festival de poésie au Nicaragua. Alors il y a l'atmosphère justement de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine, de l'Amérique indienne. Je suis allé en Roumanie, je suis allé à La Réunion, je suis allé bon, voilà, dans différents lieux, et puis parfois tout simplement les lieux de mon quotidien. Ça pouvait être la ligne 5 du métro parisien. Et puis les événements du quotidien qui sont venus frapper à ma porte, et parfois violemment. Et justement, ce dépaysement, est-ce que ça a beaucoup influé? Parce que quand vous alliez au Nicaragua, quand vous alliez en Roumanie, c'était aussi justement dans le cadre d'un festival, c'était pour faire entendre des textes et pour entendre aussi d'autres auteurs. Et donc il y a une interaction qui s'est produite, je suppose. Oui, une interaction permanente, puisque effectivement, tous ces déplacements étaient liés en partie, mais très souvent, à la poésie. Et donc, je n'allais pas faire des conférences sur la poésie, j'allais faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire faire entendre la voix des poètes, mes poèmes, ou ceux des poètes que je publie, ou parfois je me trouvais à votre place en situation d'écoute. Mon plus grand bonheur, moi, au Nicaragua, c'était d'aller me mettre dans un fauteuil et d'écouter des poètes venus du monde entier. Donc ça, c'était des moments très très forts, et j'ai essayé d'en rendre compte. Vous savez, je n'ai rien fait d'autre que laisser aux émotions, aux impressions, le temps d'infuser. Et ensuite, j'ai tenté de les retranscrire dans des poèmes. Au fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai tenté de rendre compte de moments artistiques par un moment artistique et poétique. Voilà. Alors, il faut dire qu'au départ, il n'était pas prévu d'en faire un livre, en quelque sorte. Là aussi, c'est un événement un peu accidentel qui s'est produit. Mais d'ailleurs, enfin, pour ma part, je suis écrivain, j'écris aussi des romans, etc. Quand j'écris un roman, je prévois une publication. Mais quand j'écris un poème, mon Dieu, non. Je ne me dis pas ça va rentrer dans un recueil. J'écris un poème parce que, voilà, je veux dire quelque chose à quelqu'un. C'est comme cela que ça se passe. C'est pratiquement pour moi une pratique épistolaire. Je sais pas, ça m'est arrivé d'écrire pour des proches. Il y a là un poème que j'ai écrit pour un de mes petits-enfants qui avait 3 ans. Je lui ai envoyé le poème, et puis ensuite seulement je me suis rendu compte que ce poème parlait justement du poème aussi. Donc voilà, c'est complètement ancré dans un quotidien, et c'est ce terreau très fertile de la réalité qui rentre dans la poésie. En même temps, la thématique commune donnait déjà une espèce de cohérence et appelait pratiquement à l'existence d'un recueil. Oui, il y a un fil, mais les choses se sont construites de façon assez singulière, puisque ces poèmes mis sur les réseaux sociaux ont fait naître des petites communautés de lecteurs. Alors, parfois, ces communautés ont été anecdotiques, et puis parfois, pourquoi je ne sais pas, certains poèmes ont été partagés des dizaines et des dizaines de fois. Donc ce sont plusieurs centaines, ou peut-être davantage, de lecteurs qui ont accédé à ces textes, et qui parfois sont venus me voir, sont venus m'en parler, etc. Ici même, l'été dernier, à Sète. Et comme un éditeur, Thierry Renard, de La Passe du Vent à Lyon, depuis des années, me disait, tu sais, j'aimerais vraiment un jour publier un de tes recueils, et que son envie paraissait si forte, alors je lui ai dit, tiens, jette un coup d'œil sur ces poèmes, et il m'a dit, voilà, je les prends. Et on le fait tout de suite. Alors c'est un livre un peu singulier d'ailleurs, je dois dire, parce que c'est une espèce de somme sur Bruno Doucet, d'une certaine manière. Si, parce qu'il y a vos poèmes, évidemment, et c'est très intéressant. Il y a ce poème d'Yvon Lemaine, qui est aussi un très beau texte, qui est très, très bien. Oui. Et puis il y a même une interview qui explique justement un petit peu le cheminement de cette histoire. Et alors évidemment, il y a des questions que je ne manquerai pas de vous poser également, Bruno, et ça doit un peu vous casser les pieds parce qu'on doit vous les poser tout le temps. Mais vous avez un parcours si singulier dans l'édition de la poésie qu'on a évidemment envie d'en savoir un peu davantage. Mais avant même de parler de tout ça, j'aimerais bien qu'on entende tout de suite quelques textes, puisqu'ils sont sur la lecture à haute voix. Eh bien, profitons-en. Alors, je vais commencer par cette rencontre. C'était un matin de janvier 2017, donc vous voyez, c'est vraiment pas très loin de nous dans le temps. Une petite fille dans une classe, je dirais de CE2,
Vous voyez, c'est vraiment des petits. Hein. Une classe avec laquelle j'avais vraiment une belle rencontre. Et je n'y allais pas ni pour mes romans, ni pour ma poésie adulte. Eh bien, cette petite fille me dit, mais toi, qui es-tu quand tu écris? Moi, j'ai trouvé cette question tellement belle et ma réponse tellement empruntée que de retour chez moi, j'ai voulu tirer au clair ce que je pensais et je lui ai répondu par un poème. Puis ensuite, un deuxième poème est arrivé le lendemain. Alors, j'ai appelé ça diptyque du bonheur. Je commence avec ce diptyque du bonheur. Après tout, c'est ce que vous vivez ici, je pense. Elle a dit, « Qui es-tu quand tu écris ?» Il a regardé la fillette de 8 ans et il a répondu, « Avant d'écrire, je suis le volcan. Un bateau qui remonte le fleuve lorsque j'écris, et puis le vent. » La nuit suivante, la fillette a senti le volcan gronder en elle. Elle a suivi en rêve la remontée du fleuve vers l'impossible source. Elle a frôlé le pollen du vent, le vent qui souffle où il veut, le vent léger et libre, le vent que rien n'arrête. Le lendemain, la fillette est revenue. Elle lui a dit, « Qui es-tu lorsque tu lis à haute voix ?» Il a répondu, « Je suis l'autre, je suis toi. » La fillette a souri et des oiseaux multicolores se sont perchés sur ses nattes. Quand il a refermé le livre, il n'y avait plus un arbre, plus un pupitre, plus un micro au milieu de la place, mais des milliers et des milliers d'arbres de toutes les couleurs dans la forêt de leurs regards. Des nattes sur un strapontin. Elle est assise sur une fesse, elle a 2 ans, elle pleure. Devant elle, une herse, les jambes de son père, les avant-bras de son père, les coups de semonce de son père. Petite fille comme un hoquet, natte noire, natte coupée sur le ballast des jours mauvais. La petite fille du poème ne se souviendra pas de la violence sourde de son père. Elle oubliera les visages qui se posaient sur elle ce jour-là entre 2 stations de métro dans le vrombissement des paroles mauvaises. Ne restera que cette peur lentement instillée dans son corps et le fil ténu du poème parti à sa recherche dans le labyrinthe du hasard. La rivière de l'enfant bègue. Le voici, nu et tremblant, inerte devant les phrases à traverser. Les autres se sont jetés à l'eau, ils viennent d'atteindre l'autre rive. Lui bredouille dans le courant, se noie dans son incertitude, ne trouve plus les mots pour appeler à la rescousse. Les pales du moulin se brisent dans sa gorge. À chaque tour de roue, elles claqueront contre les parois, s'abîmeront dans le bief, provoqueront sa noyade, à moins qu'un regard, une parole douce, ne vienne lui offrir un court passage à gué entre 2 poèmes, entre 2 silences. Un poème complètement différent, écrit à Iași, c'est en Roumanie, où j'étais invité pour la traduction d'un de mes livres dans un salon du livre. Et le salon du livre, à ma grande surprise, dans ce pays que j'ai un petit peu traversé pendant quelques jours, se tenait dans un centre commercial flambant neuf. Poème pour promouvoir la littérature dans les centres commerciaux. Cet après-midi, comme chaque samedi, il s'est rendu dans le temple du néo-capitalisme pour faire les courses de la semaine. Il s'est longuement arrêté devant la dernière Lexus exposée dans la galerie marchande. Le luxe exporté du Japon scintillait dans son regard. Il faudrait un miracle, disait une voix au fond de lui. Il en est reparti 2 heures plus tard, un peu déboussolé, avec Sexus, Nexus, Plexus sous le bras.
Le vrai miracle s'est produit lorsqu'il est arrivé en haut de l'escalator. Là, il a compris pour la première fois que H et M étaient les initiales de l'écrivain Henry Miller. C'est juste le hasard qu'il faut applaudir, parce que tout est vrai. Il y avait l'Alexus en bas, il y avait H&M en haut de l'escalator, et il y avait une édition des œuvres d'Henry Miller en roumain. Je n'ai fait que relier les morceaux. Tout est vrai, mais tout le monde ne le remarque pas, nécessairement. Alors voilà, la poésie, elle est dans le regard, hein, c'est ça. Ouais. Elle est dans le regard, et si je puis me permettre un commentaire, elle est dans le partage aussi. C'est très important pour vous. Alors c'est vraiment bien de dire cela d'emblée, parce que ça permet de donner une définition de ce qu'est la poésie. On pourrait dire... J'ai envie de faire une définition en deux temps. D'abord, le poème, ce sont des mots qui se mettent debout sur l'espace de la page. Voilà. Ça, une fois dit cela, on a presque tout dit. Hein. Et un enfant de 4 ans peut le comprendre, et cette... phrase-là, vous pouvez la laisser travailler dans votre esprit. Et puis, on peut ajouter que le poème, c'est un texte, un énoncé qui est suffisamment inachevé, incomplet, pour en appeler à la liberté d'interprétation du lecteur. Autrement dit, vous, lecteurs, lectrices, avez votre part dans la création du poème. Ça, c'est certain. René Daumal disait il faut être deux pour faire un poème. Il faut quelqu'un pour l'écrire, il faut quelqu'un pour le lire, et le poème n'est que l'enfant de cette rencontre. Voilà. Il faut quelqu'un pour l'éditer aussi. Il faut quelqu'un pour l'éditer. Puisque quand même, vous êtes éditeur. Alors je ne vais pas vous demander, mais la tentation est forte quand même de vous demander quel rôle la poésie a joué pour vous et comment elle est arrivée dans votre vie, parce que on est nombreux ici à se souvenir des éditions Segers, de la collection Poètes d'aujourd'hui, on est nombreux à les avoir lus passionnément, et puis cette collection, tout à coup, avait l'air d'être un peu en déshérence, avait l'air comme ça perdue. Vous l'avez reprise en main, vous l'avez fait vivre brillamment pendant un certain temps. Vous avez publié beaucoup de livres, il me semble, chez Segers. Et puis, alors malheureusement, les choses se sont très mal terminées, mais il me semble que le combat que vous menez, parce que j'emploie ce mot, je pense qu'on peut employer le mot combat tout de même, le combat que vous menez maintenant, c'est de prouver qu'il est possible d'éditer de la poésie, il est possible de la faire circuler sans être appuyé à un grand groupe éditorial. Enfin, je ne sais pas, il y a une leçon en tout cas que vous donnez, donc j'espère qu'elle est pertinente et qu'elle se fera connaître de plus en plus. C'est que, eh bien, il y a de l'espoir de ce côté-là, en quelque sorte. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours en tant qu'éditeur ? Ce chemin a remonté le temps, parce que la grande aventure des éditions Segers, c'était pour moi il y a une quinzaine d'années, donc je vais évoquer cela, mais la rencontre avec la poésie, alors là, c'est bien autre chose, et c'est beaucoup plus important, en définitive, je pense, dans ma vie. Alors, un jour, on m'a proposé, les circonstances ont fait qu'on m'a proposé de prendre la direction des éditions Segers, qui était en sommeil pendant très longtemps, et qui avait, comme pour moi, mais comme pour beaucoup d'entre vous, sans doute, été à l'origine de ma découverte de la poésie. C'était une aventure extraordinaire, donc j'ai accepté. J'étais directeur littéraire de Segers pendant 8 ans. Et Segers n'est pas une maison indépendante, c'est une maison qui appartient à un grand groupe. Alors, je vais citer des noms de personnages très sympathiques. Tout en haut de ce groupe, de la pyramide, vous voyez, au sommet de la pyramide, mais à une hauteur inaccessible, il y avait Jean-Marie Messier quand je suis arrivé. Un an après, ça avait changé, c'était Lagardère. Un an après, c'était le baron Sellière, le patron du groupe Wendel, Sidérurgie, c'est le groupe sidérurgique européen, accessoirement marchand de canons, me semble-t-il. Et puis, le groupe passait donc de main en main. Chaque fois que le groupe était vendu à la petite maison Segers avec, on me disait, attention, maintenant, il faut gagner davantage d'argent. Oui, mais je publie des poètes, c'est pas évident. Alors au début, on me disait, vous n'avez pas le droit de faire perdre de l'argent. Si vous faites perdre de l'argent, vous serez dehors. Donc j'étais à l'équilibre. Mais après, il fallait être un petit peu au-dessus de l'équilibre. Et puis de plus en plus haut. Et le dernier acquéreur, c'était le groupe catalan Planeta, groupe de presse et d'édition,
basé à Barcelone, mais qui avait déjà racheté quantité de maisons d'édition dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Alors moi je me suis dit, génial, on est racheté par des éditeurs, c'est formidable. Ils vont me dire, bah, voilà, vous êtes là pour 30 ans, et vous allez faire revivre merveilleusement les éditions Segers. Ah mais non, mais pas du tout. Ils m'ont dit que vous n'êtes pas compatible avec la crise. Je dis, mais non, c'est le contraire. C'est juste un problème de langage. C'est le contraire. Les poètes sont indispensables en temps de crise. Non, vous n'êtes pas crise compatible. Donc, on va vous demander, vous ne pouvez pas répondre à nos exigences de rentabilité accrue, donc on va vous demander de partir. Donc, a commencé une grosse bagarre qui a duré pour moi quand même pas mal de temps, période pendant laquelle j'ai cherché des solutions pour que Segers puisse continuer à vivre. Parmi ces solutions, il y en a une qui était merveilleuse, c'était de racheter les éditions Segers avec la famille, avec Colette Segers, la veuve de Pierre Segers, avec Virginie, sa fille. Bon, on s'est fait beaucoup promener, pour dire les choses très simplement, et ça n'a pas été possible. Et puis j'ai découvert que le groupe catalan Planeta avait fait sa fortune avec Franco, sous Franco, mais avec Franco, et que le groupe catalan avait fourni la dictature franquiste en manuel scolaire pendant 40 ans et que sa fortune venait de là. Alors, pour me retrouver mise à la porte, il m'a suffi de dire que le cœur des éditions Segers avait commencé à battre quand celui de Lorca s'était arrêté sous la mitraille franquiste. Voilà, donc fin de partie en 2009, et dans les semaines qui suivent, eh bien, les mois qui ont suivi, avec Muriel Zac, ma compagne qui est romancière, nous avons décidé de créer une maison d'édition complètement indépendante. On a mis là-dedans simplement les indemnités de licenciement, donc c'est pas grand-chose, c'est de quoi faire 6-7 livres la première année, en disant voilà, on va tenter notre chance, et puis on ne va rien lâcher, on va aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui m'a rendu vraiment service, c'est que la situation très inique, le sort fait aux éditions Segers, a transformé mon enthousiasme en une espèce de rage qui ne s'est pas éteinte. Alors ça, vous savez, c'est un moteur formidable, parce que parmi mes préoccupations, bien sûr, il y a le désir de continuer l'aventure éditoriale, avec des auteurs qui m'ont suivi, comme Bahram al-Masri, la poète syrienne, ou bien d'autres, mais également faire la démonstration que nous pouvions consacrer tout notre travail exclusivement à la poésie, être l'éditeur des poésies du monde, et pratiquer comme cela une sorte d'art de l'hospitalité par la poésie, tout en ayant les pieds sur terre et en construisant un modèle économique viable. Voilà, c'est ça l'ambition, c'est complexe. On pourrait appeler ça le syndrome de la girafe, vous voyez, parce qu'il faut avoir les pieds posés sur le sol. Il faut bien avoir les pieds ancrés quand même sur le sol, et puis il faut avoir la tête dans les nuages. Si vous ne l'avez pas, c'est même pas la peine de faire ce métier. Donc il faut rêver le monde, mais il faut aussi se donner les moyens de cette transformation de la réalité par la poésie. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Mais pour revenir à ce problème, oui, c'est un très beau programme, effectivement. Mais pour revenir à ce problème un peu basique de la rentabilité, justement, il me semblait qu'autrefois, dans les grands groupes, justement, la possibilité d'une maison qui gagne moins d'argent, il y avait des maisons qui gagnaient beaucoup d'argent et qui permettaient à des maisons d'être moins rentables et de publier peut-être des choses plus exigeantes. Alors ça, je ne sais pas si c'est peut-être une logique qui a complètement disparu de l'édition française. Non, je pense que... Mais en même temps, comment faites-vous pour régler ce problème? Parce qu'il faut bien quand même aussi arriver à une sorte de rentabilité. Comment je fais? Alors, non, parce que les livres sont très beaux. Hein. Les livres sont beaux. J'en ai un là, enfin vous les connaissez bien sûr, c'est pas la peine que je vous les montre, mais j'en ai un là, c'est celui de l'auteur que je présente demain, dont on dira peut-être quelques mots, mais je sais pas où je l'ai mis, voilà. Ça ne fait rien, il n'est pas loin. Les livres sont très beaux, les livres ne sont pas très chers, les livres sont, vous n'hésitez pas à publier des auteurs parfaitement inconnus, qui ne sont pas forcément destinés à devenir des best-sellers, alors quoi? Alors, voilà, c'est par exemple.
Voilà, l'un de mes grands maîtres, c'est René de Pestre, qui est le grand poète haïtien, qui a 93 ans, qui habite pas très loin d'ici. René, pour d'autres choses de la vie, disait il faut toujours avoir deux fers au feu. Deux fers au feu, deux pays, deux langues, etc. Alors moi aussi j'ai deux fers au feu dans l'édition, c'est-à-dire une très bonne capacité de diffusion, de distribution, avec notre diffuseur Harmonia Mundi. Donc lorsqu'un livre pareil il est présent dans 400, 500 librairies de l'espace francophone, on va dire. Mais le deuxième fer, c'est la présence vivante sur le terrain. C'est ce que nous faisons ici, vous voyez. C'est la rencontre avec le public. Ce sont des lectures, pas journalières, mais je pense que je fais au moins 180 lectures, personnellement, au moins 180 lectures par an. Donc ça veut dire que plus d'un jour sur deux, je suis sur les routes de France ou d'ailleurs pour porter la voix des poètes. Et chaque fois que nous allons dans un lieu, j'ai l'impression que nous ouvrons une porte qui ne va pas forcément se refermer derrière nous. Et que, vous savez, on est quand même dans un pays où il faut déconstruire des images erronées, éculées de la poésie. La poésie serait réservée à un cercle restreint de spécialistes. Ah ben, pourquoi? Donc partout où je vais, je dis non. Non, c'est pas une culture élitiste. La poésie s'adresse au plus grand nombre. D'ailleurs, les poètes n'ont rien d'autre que le matériau le plus ordinaire de l'être humain, c'est-à-dire le langage, les mots de tous les jours, et ils leur mettent les vêtements de la fête. Ils les habillent pour la fête, mais c'est tout. Donc, c'est un art universel. Deuxième idée reçue, la poésie serait frappée d'illisibilité, elle serait hermétique, incompréhensible, il faudrait avoir une agrégation de linguistique. Mais non, ça n'existe pas, l'agrégation de linguistique. Alors, non. Et puis, je connais des poètes de grand talent qui ne savent même ni lire ni écrire. J'en ai rencontré dans le monde. Alors voilà, nous essayons de déconstruire des idées reçues, et partout où nous allons, eh bien, nous essayons, au fond, d'élargir le champ d'un lectorat. Et de livre en livre, c'est quelque chose qui se construit, c'est un voyage. Par contre, le voyage, il est difficile. C'est un tout petit bateau, et parfois, on traverse les océans de l'économie mondiale. Bon, c'est pas tout repos, mais on connaît notre carte, on connaît nos étoiles. Alors, les 4 étoiles de mon travail, c'est les points cardinaux, et je ne vais jamais en sortir, mais le périmètre est large. C'est 1, l'ouverture aux poésies du monde. On publie des poètes qui viennent de tous les horizons et on les publie dans leur langue d'origine, autant que faire se peut, même lorsqu'il s'agit de langues minoritaires. On va publier en tahitien bientôt. J'entendais Madame le penser. On a publié en Innu Ainum. C'est une langue amérindienne. Il n'y a que 15 000 personnes au monde qui la parlent. Mais oui, mais on a vendu le livre de Rita Mestokosho à 1500 exemplaires. L'éditeur du monde francophone qui arriverait à faire ça, vous voyez, avec un roman en langue française, mais serait le roi du pétrole. Alors nous, ça nous procure un bonheur immense. Donc, cette ouverture aux poésies du monde, c'est le premier axe de notre travail. Deuxième axe, l'ouverture au plus grand nombre, sans discrimination des publics. Troisième axe, la défense de ces poésies qui n'ont pas fait exploser, qui n'ont pas dissocié le lyrisme et l'engagement. L'expression de l'intime et le désir de... la force collective et le désir de changer le monde. Donc, moi, je crois cela, que les grandes poésies du monde, elles sont fléché de cela, de cette... vous voyez, comme un oiseau bien en équilibre sur ces deux ailes que sont le lyrisme et l'engagement. Alors je me sens un héritier d'Éluard, je me sens un héritier de Nazim Hikmet, je me sens un héritier de Yanis Ritsos et de tant d'autres, Pablo Neruda, de Garcia Lorca, voilà. On vient de ce lieu-là. Bon, simplement, on n'écrit pas de la même manière aujourd'hui, bien sûr, on est dans une autre approche de la langue et du rapport au monde, mais quand même, c'est cette filiation. Et puis, le quatrième point, peut-être le plus important, c'est ce que nous faisons, donc c'est porter sur scène, faire passer le poème par la voix, être l'emporte-voix des poètes que nous publions. Voilà. C'est beau. Je vais faire encore un peu l'avocat du diable, Bruno, mais quand même, vous dites que c'est un petit bateau. En effet, c'est un petit bateau, mais on a l'impression que Muriel et vous faites tout. Vous faites un travail considérable. Je ne sais pas où vous trouvez le temps de vous parler des lectures qu'il faut faire, mais il faut trouver aussi, il faut trouver des auteurs à publier, il faut répondre aux sollicitations, il faut lire, il faut organiser, enfin je ne sais pas, la maison
les éditions Bruno Doucet, c'est combien de monde? C'est quoi l'équipe de Bruno Doucet? Ce petit bateau, il y a combien de monde dans le bateau? Ah ben, les femmes sont extraordinaires. Voilà, c'est ma réponse. Il y a Muriel, mais qui travaille bénévolement pour la maison, qui est romancière, qui apporte beaucoup. Oui, qui a son œuvre aussi. Là. Oui, voilà, voilà. Par sa lucidité, par ses compétences, donc ça c'est tout à fait extraordinaire, et qui dirige 2 collections dans cette maison. Et puis il y a deux jeunes salariés. L'une était en apprentissage, mais là on l'embauche. Vous ne lui direz pas, on se demande comment on va faire pour la payer, mais on va le faire, on va y arriver. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on invente nos lendemains. Voilà. Mais, et puis, il ne faut jamais oublier qu'une maison d'édition, c'est la somme des textes qui sont publiés, des auteurs qui entrent. Vous savez, la littérature, c'est une fabuleuse énergie. Hein. Alors, il y a cette énergie qui vient des auteurs, et puis il y a cette énergie extraordinaire qui vient des lecteurs. Donc c'est une communauté en mouvement permanent, et c'est cela que nous créons. Nous essayons aussi de penser les choses un peu autrement. Nous avons, je dirais, des réflexes d'écrivains, parce que nous sommes l'un et l'autre écrivains. Nous l'avons été avant, nous le serons peut-être après. Et donc nous essayons de penser les choses autrement, et d'embarquer les auteurs avec nous dans une aventure un peu folle. On est toujours à 2 pas du précipice, mais sur cette ligne de crête, on danse et on chante. Voilà. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt. C'est bien. Voilà. Pardon de ce long détour, mais c'était trop tentant. C'est trop tentant, évidemment, Bruno, de vous avoir là. Et on ne peut pas ne pas parler de cette aventure assez extraordinaire, mais très exemplaire, parce que... si, quand même, tout n'a de sens que dans la durée, donc alors on verra. Mais pour l'instant, c'est... La durée, mais ça dure quand même depuis un certain temps. Ça fait 8 ans, 8-9 ans, près de 9 ans, et puis déjà près de 150 livres. Combien de titres par... Près de 150 livres, et... Oui. Voilà. Et sûrement plus de 1000 poètes, parce qu'il y a beaucoup d'anthologies qui en rassemblent très largement. Vous voyez, ça fait 8 ans que nous publions l'anthologie du festival, et donc nous avons des amis un peu partout. Tout à l'heure, il y avait une des jeunes stagiaires qui travaille dans le bureau du festival, qui vient régulièrement tourner comme ça autour du stand. Puis je vois qu'elle va faire, quand elle a un peu de temps, parce qu'elle a beaucoup de travail, je lui dis, mais toi, tu t'intéresses vraiment à la poésie? Elle me dit, ah, mais oui. Puis elle rougit, puis elle me dit, mais vous m'avez déjà publié. Je dis, mais comment? Ben, j'étais lauréate du concours Poésie en Liberté 2016, une des 100 lauréates, et vous avez publié le livre. Alors voilà, je dis, mais tu es une auteure de la maison, alors j'allais le dire tout de suite. Voilà. Oui, on ne va pas les connaître tous quand on publie auteur. Donc pardon de ce détour, mais je voudrais qu'on revienne à votre propre écriture et à ces poèmes. J'aimerais bien, alors, votre modestie dut-elle en souffrir, Bruno? J'aimerais bien que vous lisiez le poème d'Yvon Le Maine. Ah ben, avec plaisir. Yvon Le Maine, hein, c'est un poète qui a été invité il y a quelques années ici. C'est un poète de Bretagne. Je crois que je publie le 6e livre d'Yvon en 5 ans. Le 5e livre d'Yvon en 5 ans, puis on a d'autres projets, donc c'est un engagement fort. Son poème s'intitule « Conduire ses vers par la prose de la vie » pour Bruno. Combien de poèmes dans le mot poème? Combien de poèmes dans tes poèmes? Ils ont les yeux plus gros que tes yeux d'avoir mangé des images, au sud, au nord, à l'est et même à l'ouest. Les images de ceux qui marchent à côté d'eux et près de nous. On ne les voit plus, mais tu les regardes. Tu leur donnes des mots pour qu'on les voie, des images pour qu'ils se voient. Combien de poèmes dans tes poèmes qui ont lu tant de poèmes, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Ils se croisent, ils nous croisent, tes poèmes qui ont dit tant de poèmes, par les yeux, les mains, les lèvres, par le corps tout entier, qui rit le vendredi et pleure le dimanche. Ce n'est pas tous les jours dimanche, ce n'est pas tous les jours poème, même dans les poèmes où tu conduis tes vers par la prose de ta vie. C'est magnifique, et en lisant ce poème d'Yvon, je me dis, ben, en fait, une maison d'édition, c'est un long poème. C'est ça que je voudrais qu'un jour on puisse dire. C'est qu'en fait, nous n'avons écrit qu'un long poème qui est constitué de tous ces livres réunis. De sorte que lorsque nous pensons
un programme, vous voyez, il faut programmer quand même les livres. Eh bien, nous faisons en sorte que les livres se tiennent les uns les autres. Chaque livre a la main posée sur l'épaule d'un autre livre. Parfois, les auteurs ne le voient pas, et puis parfois, ils le voient, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Par exemple, cette année, la poète Rome Chaya Stoïca, cette poète qui n'avait jamais été publiée, hein, une poète Rome rescapée des camps, eh bien, son livre est en dialogue avec d'autres livres. Voilà, c'est ça qui me touche. Est-ce que la poésie, pour vous, Bruno, a un côté, je ne dirais pas thérapeutique, mais consolateur? Parce que je suis très frappé de voir dans les poèmes que vous publiez dans ce recueil, je vois par exemple les titres « Poème à dire à une maman fatiguée par un accouchement difficile »,« Poème à chuchoter à l'oreille d'un enfant de 3 ans ». On a l'impression qu'il y a ce côté un petit peu, oui, consolateur. Oui, mais parce qu'on rêve qu'un jour les gens puissent payer avec leur carte vitale, vous voyez. Ça, ce serait formidable. Hein, mais ce serait bien. Derrière cette boutade, il y a quand même l'idée que la poésie aide à vivre. On le voit tous les jours. Quand on anime des ateliers d'écriture, on le sait. Il suffit de franchir les portes d'une prison pour s'en rendre compte, les portes d'un hôpital. Quelqu'un disait un jour à Jean-Marie Berthier, la poésie c'est la main qui empêche les étoiles de tomber. Ça, c'est une dame en toute fin de vie qui a écrit ça. Les derniers mots qu'elle a pu écrire. Voilà, et que ce poète, Jean-Marie Berthier, a recueilli. Donc, nous pensons cela. Nous pensons que la poésie, elle permet de ravauder quelque chose qui est déchiré dans l'humanité. Flora de Vatine, décidément, je vous entends trop penser, madame. Vous pensiez au poème qui s'appelle Adresse, parce que vous l'avez entendu l'autre jour. Elle dit exactement cela. La poésie, ça permet d'étendre, de rénover, d'élargir, de renouer, de retisser la natte humaine. Voilà. Et c'est pour ça que nous le faisons. C'est pour ça que j'ai aussi, moi... Enfin, il y a des écritures vers lesquelles je ne vais pas. Je ne dis pas qu'on a tout le temps besoin de la lumière, on publie des textes parfois très sombres, mais bon, c'est un autre sujet. Mais par exemple, les écrits collaborationnistes des écrivains collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, si j'étais le directeur de la collection bouquins ou si j'étais Antoine Gallimard, non, je ne les publierais pas. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses à faire entendre dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Vous avez d'ailleurs pas vraiment dirigé la collection bouquins, mais si... Non, j'ai fait un livre dans la collection bouquins, sur les déserts, le livre des déserts. Alors on parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'idées reçues sur la poésie hermétique, la poésie, etc. Il y a aussi une idée reçue que vous combattez par votre façon d'être, de toute façon, par votre combat, c'est l'idée du poète dans sa tour d'ivoire, complètement solitaire, qui écrit ses vers tranquillement, alors que vous êtes toujours dans le partage. Vous avez parlé des ateliers d'écriture, vous avez parlé des contacts. Déjà, votre travail d'éditeur vous met constamment en contact avec tous vos auteurs. Donc vous êtes tout sauf un réfugié dans cette tour d'ivoire. Oui, vous savez, en fait, la littérature du 19e siècle a été si puissante qu'elle a fait naître des mythologies qui ont la vie dure. Donc ça, ce sont des images, une imagerie, une mythologie qui nous vient du 19e siècle. Et je suis malheureux quand je rencontre, ça m'arrive parfois, de jeunes auteurs qui sont habités par ce désir qu'il faut être Rimbaud ou rien, comme Hugo voulait être Chateaubriand ou rien. Non, là, je leur dis non. Je leur dis non, 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 non. Soyez ancrés dans le monde, allez à la rencontre des autres. Il m'arrive même parfois de rencontrer des auteurs des poètes qui voudraient être publiés, qui me disent « mais non, moi je ne lis pas pour ne pas me laisser influencer », justement. Alors, donc je pense que non, il faut absolument faire basculer ces mythes, cet imaginaire-là, pour nous faire entrer dans ce que Jacques Lacarrière appelait le pays fertile. Pourquoi? Parce que la poésie, c'est une réalité augmentée. C'est une réalité qui augmente nos vies. Si vous êtes mieux après une lecture qu'avant, c'est que quelque chose se produit. C'est ce que j'ai essayé de dire dans un poème. Alors je vais vous le dire, ce poème. Je l'ai appelé « Le pain de ton regard ». La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange.
Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à 4 mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Sans consulter le livre, hein. Je peux vous faire remarquer que c'est un des poèmes du recueil. Ouais. J'aimerais bien écouter le poème sur le Stradivarius. Celui-là, vous ne le connaissez pas par cœur. Non, personne n'est parfait, d'accord. Si, plus ou moins, mais, oui, mais... il y a des poèmes que l'on dit, il y a des poèmes qu'on lit. C'est pas la même chose, même pour vous, public, je crois. Voilà. Alors, le Stradivarius du sixième jour. Oui. Elle témoigne de ton humeur, de ton âge et de ton sexe. Cache ou dévoile ta provenance. Elle est unique, comme sont uniques tes empreintes digitales, ton ADN ou ton histoire. Elle succède au borborigme et laisse place au silence. Cris, chants, paroles, elle est un geste de ton corps qui va du dedans au dehors. Elle est ton visage invisible, la part envolée de toi-même. Le Stradivarius du 6e jour, ta voix. Alors là, on est en plein dans la thématique de la lecture à haute voix et dans le thème des voix vives, hein, d'une certaine manière. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Un autre peut-être? Je vais enchaîner avec un poème que j'ai écrit pour le départ d'un ami. Voilà, poème pour accompagner le départ d'un ami, à Laurent Boudreau. Quand je lirai ce poème pour la première fois, c'est à toi que je songerai. Mon cœur cavalera dans ma poitrine et je penserai au tien qui s'est arrêté sans motif une nuit de mai quand le vent de la Dévène faisait claquer les portes de ta vie. Mes mains seront moites lorsque je lirai ce poème. Mais je me souviendrai des tiennes qui savaient empoigner le bon sens et l'audace pour les faire danser autour de la table. Ma voix vacillera de chagrin et j'essaierai longtemps de me souvenir de la tienne pour ne pas te perdre une seconde fois. Ta voix qui découpait des morceaux de ciel pour les oiseaux en cage. Ta voix chaude, baroudée de désir qui torréfiait le jour. Vous avez réagi tout à l'heure, Bruno, au terme de circonstances, et j'aime bien la façon d'ailleurs dont vous avez réagi, parce que ce sont des poèmes de circonstances, d'une certaine manière, et vous le soulignez par le fait que le titre indique bien les circonstances dans lesquelles et pour lesquelles le poème a été écrit. Et là encore, c'est une idée reçue que vous reformez, parce que le terme de poésie de circonstance est assez mal vu. On considère que c'est quelque chose d'un peu banal, une espèce de sous-genre de la poésie. Or, vous donnez toutes ces lettres d'honneur au terme de poème de circonstance. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très important, cette inscription du quotidien dans la poésie. Mais c'est lié à des choses qui sont... alors historique, par exemple, l'importance des circonstances de la poésie de la résistance, que j'ai tellement défendue, notamment, c'était l'héritage des éditions Segers. Vous avez republié, il faut dire, cette fameuse anthologie, il faut en dire un mot quand même, la fameuse anthologie des Pierre Segers, des poètes de la résistance, qui était introuvable à un certain moment, et un de vos coups d'éclat, si j'ose dire, chez Segers, a été de rendre ce livre à nouveau disponible. Oui, c'est pour ça que je suis rentré dans cette maison, c'était pour faire revivre ce livre. Bon, il y a eu une centaine de titres derrière, mais celui-là est pour moi le plus important. Si vous permettez une parenthèse, ce livre est paru en 1974. C'était la première fois en 1974 que quelqu'un montrait le rôle des poètes. Mais en 1974, on est bien avant, par exemple, les livres de Paxton ou d'autres, même sur la question de la Shoah, il n'y avait pratiquement rien.
dans ces années-là. Donc Pierre Segers parlait du monde qui s'était déroulé, enfin de ce qui s'était déroulé dans le monde 3 décennies plus tôt. Je l'ai réédité 30 ans plus tard, en 2004. Et 74, c'est le moment, par exemple, où Julia Kristeva publie un livre qui promettait une révolution, la révolution du texte poétique. Et Julia Kristeva annonçait alors une révolution purement formelle. Et elle disait que finalement, cette révolution était définitive et que les poètes allaient disposer de nouveaux outils issus du structuralisme, de la linguistique énonciative, etc. Et vous voyez, alors ça c'est la même année, c'est 2 livres de 800 pages. Et 30 ans plus tard, moi, la découverte que j'ai faite en les relisant tous les deux, c'est que l'un était tombé au fond d'un puits, celui de Julia Kristeva, il est totalement illisible, et l'autre était d'une modernité totale parce qu'il parle du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est comme si l'histoire, en 30 ans, avait retourné comme un gant le concept de modernité. Donc voilà, pour moi, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et ça guide une partie de mon travail. Et dans le monde dans lequel nous vivons, ben, je vous assure, enfin je crois qu'il est normal que les poètes soient dans une sorte de corps à corps avec le monde. Comment peut-on écrire aujourd'hui la Méditerranée sans penser aux gens qui s'y noient? Comment peut-on rêver l'Orient sans penser à la Syrie martyrisée? C'est pas possible. Ça n'empêche pas d'écrire des poèmes d'amour. Et d'ailleurs, l'amour est aussi une réponse parfois. L'amour est une façon de mener une guerre contre la guerre. Mais en tout cas, dans cette conscience du poète, je crois qu'il faut être dans ce rapport au monde. Je parle de corps à corps, je devrais parler de bouche à bouche, parce que c'est vraiment cela qu'il faut faire. Vous me tendez une perche là, Bruno, c'est que j'ai quand même envie de vous demander 2 petits... On va écouter les poèmes aussi, mais de dire un mot de Allah... Mais je pensais à elle, justement. Bien sûr, bien vous sûr. pensiez si fort à elle en parlant de la Syrie que je ne peux m'empêcher... Mais bien sûr, Allah, allez l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, elle est extraordinaire. C'est une poète syrienne qui est arrivée en 2011. Elle n'est pas arrivée parce qu'elle avait un projet avec un éditeur en France ou pour être invitée aux Voix Vives. Elle est arrivée parce qu'il s'agissait de sauver sa vie. Elle a laissé tout ce qu'elle possédait en Syrie, y compris sa notoriété de poète et de réalisatrice. Et il lui a fallu redémarrer une vie à zéro. Et lorsque vous l'entendez, eh bien vous vous rendez compte que nous vivons dans le même monde. Son histoire est la nôtre aussi. Voilà. Donc je suis très heureux qu'elle soit invitée et je ne peux vous dire qu'une chose. Allez l'écouter. Je vais lire un poème d'elle. Elle sera ici demain. Elle sera ici demain, mais écoutez... Elle sera à votre place, Bruno, à la même heure. Par exemple, le poème qui s'intitule « Appartenance ». Chaque matin, dans mon exil, je quitte la maison pour me rendre au cimetière. Je sors les jours de fête et de congé, les dimanches et les vendredis, pour déposer une fleur sur la tombe d'une étrangère, dans l'espoir que quelqu'un calme l'affliction des ombres, en déposant une fleur sur la tombe de ma mère, là-bas, sous l'olivier. J'ajoute que c'est une très belle traduction d'Antoine Joquet. Oui, magnifique, voilà. Magnifique. Merci de le dire, voilà. Gérard. Oui. Et ça aussi, c'est d'ailleurs un problème, parce que ça doit être un problème considérable. Juste une dernière parenthèse sur l'édition, puis on n'en parle plus. Mais c'est un problème considérable, toutes ces traductions, quand vous avez des langues, justement des langues rares, des langues, c'est difficile, non, de trouver... Alors, oui, bien sûr. Alors, c'est un défi permanent, bien sûr. On peut dire beaucoup de choses sur la question de la traduction. Nous publions le plus souvent possible en édition bilingue, donc... cela permet à ceux qui le veulent de pouvoir réécrire, enfin refaire cette traduction s'ils le souhaitent. Bien sûr, une traduction n'est jamais définitive, elle n'est jamais parfaite. La traduction, mais il en va de la traduction un petit peu comme de l'écriture du poème. Traduire, c'est se mettre sur la pointe des pieds pour être à la hauteur d'un autre texte. Mais vous savez, écrire un poème, c'est se mettre à la hauteur, c'est se mettre sur la pointe des pieds pour être à la hauteur des enjeux humains, éthiques, qui sont en face de nous dans nos vies d'hommes et de femmes. C'est ça la poésie. Voilà. Je vous invite à venir voir sur notre stand un petit livre très particulier qui s'appelle 136. Un seul poème. Un poème très simple de Georges Laurie.
qui nous dit la chose suivante: cet accent qui traîne sur le papier est un cil abandonné. J'aime les accents étrangers. Et ce petit poème, qui ressemble un peu à un haïku, on l'a fait traduire en 136 langues. Donc il y a pratiquement toutes les langues européennes, il doit y avoir 40 langues africaines, il y a des langues rares, il y a des langues non alphabétisées, comme le kim. J'ai attrapé mon ami Nimrod, qui a grandi au Tchad, sur les bords du fleuve Logon, en lui disant: tu parlais le kim quand tu étais enfant. Il m'a dit: oui, mais est-ce que tu veux traduire ce poème? Il m'a dit: cette langue ne s'écrit pas. J'ai dit: Nimrod, s'il te plaît, fais un effort et transcris-le, s'il te plaît, en alphabet latin. Ce sera une manière aussi de faire entendre cette langue. Donc il y a 136 langues et notre projet, c'est de faire une réédition qui s'appellerait 193. Donc nous sommes en train de poursuivre le travail pour aller jusqu'à 193. C'est 193, bon, c'est un symbole, mais c'est le nombre de pays reconnus par l'ONU. Voilà, donc... c'est pas mal, oui. Ouais. Et puis maintenant, je rêve, vous voyez, d'un mur sur lequel il suffirait de taper sur un clavier un pays. Vous tapez, par exemple, vous tapez Pakistan, et vous voyez le Pakistan, vous voyez Ourdou, la langue, vous cliquez sur Ourdou et vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous avez un enfant qui dit ce poème. Voilà, j'aimerais bien arriver à réaliser ça. On y arrivera ici un de ces jours, oui, oui, absolument, ça fait de beaux projets. Mais c'est un projet politique, hein, parce que l'idée qu'il y a là derrière, c'est de dire, au fond, toutes ces langues sont des langues de France. Mais oui, toutes ces langues sont des langues qui sont aujourd'hui aussi parlées en France. Voilà. Écoutons votre... Le poème que j'ai envie de lire, c'est en écho au poème de Hala. Vous avez entendu ce poème sur sa maman, qui nous tire des larmes. Et j'ai appelé ce poème « Géographie de la tendresse » pour mes vieux parents. Géographie de la tendresse. Dans la fourrure bleue de la nuit, quand l'ombre de la lune inonde les vergers, ils dorment, mes parents, leurs vieux corps fatigués comme des arbres immobiles. Dans la cheminée, la cendre est presque froide. Le givre se dépose sur le toit des maisons. Un cheval de pierre surveille la clôture. Avant l'aube, une fouine regagne sa tanière. Ils dorment, les bras enchevêtrés comme de très vieilles branches. La mousse fait une barbe aux vieux poiriers. Des silhouettes figées tiennent colloque. Un coin phosphore dans la brume. Une source susurre entre les herbes. Dans la fourrure bleue de la nuit, sur les tuiles du temps qui passe, ils dorment, mes parents, comme dorment les arbres couchés contre le ciel, et mes mots se retirent sur la pointe des pieds.